Bien, je pense que la régie nous a fait signe de commencer. La captation vidéo commence. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que les micros fonctionnent? Parfait. Alors, on est ensemble pendant 1 heure pour évoquer un sujet qui est assez large et qui, objectivement, aurait pu mériter une journée de débat. Présidentielle 2022 et justice économique. Quels enjeux pour la place de Paris? Pour évoquer ce sujet, nous avons les participants suivants. Laure Lavorel, présidente du Cercle Montesquieu. Basile Adair, partenaire chez Auguste Debouzy, qui était également vice-bâtonnier. Romain Gros, député LREM de la première circonscription des Pyrénées-Orientales et accessoirement avocat. Les avocats est une espèce très très répandue au Palais Bourbon pendant des années. Aujourd'hui, c'est un peu plus rare, mais vous maintenez la tradition. Et Paul-Louis Netter, président du tribunal de commerce de Paris, que je vais laisser ouvrir la discussion, peut-être en évoquant un point qui est très important dans la place du droit de Paris, c'est le fait que la France, mine de rien, reste un état de droit, ce qui fait qu'on a quand même un avantage concurrentiel par rapport à d'autres lieux géographiques. Oui, merci. Alors, la France reste un état de droit. C'est assez intéressant comme formulation parce que il est exact que si on regarde la planète, les états de droit ont tendance progressivement à s'éteindre et que de plus en plus on voit des très grandes puissances qui ne sont plus des états de droit. Je vais prendre un exemple qui s'affiche comme tel d'ailleurs. C'est la Chine. Quand vous lisez la littérature chinoise, on vous explique que finalement l'indépendance de la justice est une erreur occidentale et que en fait la justice est le bras armé du parti et que c'est le parti qui définit les axes d'orientation et les axes d'action du pays. Donc on n'a pas l'indépendance de la justice n'est pas une valeur, la justice est un moyen au service du parti. Et je ne vais pas énumérer l'ensemble des nations qui dans le monde d'aujourd'hui ne sont plus des états de droit, mais disons que ça fait ressortir de façon beaucoup plus positive le fait effectivement d'être un état de droit. Alors nous sommes un état de droit et nous le sommes depuis longtemps. J'ai plaisir à rappeler l'image de Saint-Louis sous son chêne. Alors Saint-Louis sous son chêne, c'est pas seulement un coloriage d'enfant. En réalité, c'est dire quoi? C'est dire que depuis très longtemps, nous accordons de la place au droit, et c'est aussi évoquer ce lieu emblématique de Paris qu'est l'île de la Cité où Saint-Louis, effectivement, on peut l'imaginer, rendait effectivement la justice. Quant au chêne, je ne sais pas très bien, je pense qu'il n'existe plus, mais gardons en tête cette image, je pense qu'elle est importante. Alors, il y a cette tradition historique, naturellement, mais aujourd'hui, il y a aussi d'autres atouts, à vrai dire, et les atouts de la place de Paris, de mon point de vue, sont très nombreux. Alors, les atouts concernent d'abord la justice. Moi, je suis président d'un tribunal, donc vous vous attendez bien à ce que je parle d'abord des juges et des magistrats. Et donc, la justice, c'est quoi chez nous? C'est quand même des juges qui sont indépendants, ça c'est un premier point, c'est des juges professionnels, c'est un deuxième point, et aussi ils travaillent dans le cadre d'une justice qui est peu coûteuse. Alors, ça a des avantages, ça a des inconvénients. À ce stade, je mentionne l'avantage que ça a de faire que la justice dans notre pays est une justice globalement peu coûteuse. Mais je pense qu'il serait dommage de s'arrêter uniquement aux magistrats et aux juges. Parlons des avocats, et pas seulement par courtoisie pour bon voisin et pour Maître Adair. On a un barreau à Paris qui est un barreau tout à fait remarquable, qui comprend d'abord tous les grands cabinets mondiaux et qui est un barreau très largement ouvert vers l'international. Il n'est pas rare de trouver à Paris des avocats qui sont inscrits dans plusieurs barreaux de la planète. Et je pense que c'est un avantage extrêmement important d'avoir dans notre écosystème ce type de barreau. Enfin, Paris, je le rappelle aussi, est une place mondiale d'arbitrage. Vous savez que nous avons la Chambre de commerce internationale. C'était en quelque sorte une suite de la Première Guerre mondiale. Ça s'est fait dans les années 20. Et donc, globalement, ça fait un siècle que Paris est une place d'arbitrage. Et parmi les toutes premières places d'arbitrage du monde. Enfin, il y a, je voudrais pas dire de façon
péjorative, mais il y a aussi les autres professions qui gravitent autour, c'est-à-dire les huissiers, les auxiliaires de justice, c'est-à-dire les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, et puis aussi les universitaires, parce que ils contribuent aussi par leurs commentaires, par la doctrine, effectivement, à faire de Paris une place vivante et une place effectivement de droit. Alors, environnement de très grande qualité. La question aujourd'hui revient à dire comment allons-nous tirer parti de tous ces avantages dans un monde qui a fait du droit aujourd'hui une arme économique et une arme politique. Et nous nous trouvons au surplus dans un monde où la concurrence entre les places de droit est devenue une concurrence extrêmement forte. C'est ça notre contexte aujourd'hui. Nous avons des atouts, mais nous avons des atouts aussi dans un monde qui est devenu très concurrentiel. Et c'est ça, c'est quand même quelque chose de très nouveau. Monsieur Adair, peut-être quelques mots sur ce que vient d'évoquer Monsieur Netter et peut-être sur le Brexit. Londres était pendant plusieurs années notre concurrent, un de nos concurrents en international. Est-ce que le Brexit a eu des retombées positives sur la place de Paris, d'après vous ? D'abord, je peux que souscrire à ce que vient de dire le président Netter et lorsqu'il évoque la qualité, le nombre. Nous sommes peut-être le plus grand barreau d'Europe. C'est un peu la poule et l'œuf. Est-ce que c'est parce qu'il y a les grands cabinets que la place de droit s'est développée, ou c'est parce que naturellement et parce qu'elle a les atouts qu'on vient de rappeler que les cabinets sont là? Sans doute un peu les deux explications. Il est clair que, puisque votre sujet c'est les présidentielles, pour moi la condition fondamentale c'est l'état de droit, c'est la sécurité juridique, c'est l'indépendance des magistrats. Et toutes les boîtes internationales, lorsqu'elles peuvent avoir un choix juridictionnel, vont naturellement aller vers l'endroit où elles auront une lisibilité, une prévisibilité de l'application de la règle. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des tribunaux évidemment indépendants, mais des règles de droit qui respectent les grands pactes internationaux. Et quand, puisque c'est quand même la présidentielle qui est évoquée, je vois que certains candidats ou pré-candidats évoquent la possibilité de sortir des cadres juridictionnels européens, je suis un peu effrayé sur les impacts et les conséquences que ça pourrait avoir sur Paris, place de droit. Alors vous l'avez dit, et je termine pour cette introduction, c'est une juridiction compétente, qui a fait des chambres internationales, c'est-à-dire des chambres devant lesquelles on peut plaider en anglais. C'est quand même l'anglais aujourd'hui la grande langue internationale des affaires. Et donc ça, c'est évidemment un atout. Et on l'a même créé, et c'était quand j'étais en mandat avec Marie-Aimée Perron, les chambres internationales à la Cour d'appel. Alors elles n'ont pas encore rencontré tout leur public, mais elles ont vocation à le faire parce que ce sont des juges compétents. Il faut une justice rapide. Et en plus, en France, elle a un gros avantage par rapport aux anglo-saxons, et c'est qu'elle n'est pas chère. Elle est même gratuite s'agissant du tribunal de commerce, ou quasi gratuite. Donc ça, c'est quand même un atout qu'il faut évidemment reconnaître. Enfin, il faut des décisions exécutoires. Là, c'est peut-être un autre problème. Je pourrais dire peut-être un mot plus tard de l'aspect pénal aussi, avec l'émergence du parquet national financier, mais c'est peut-être pas tout à fait votre question à ce stade. Non, on pourra l'aborder plus tard. Madame Lavorel, est-ce que vous avez certains éléments avancés sur ce sujet ? Oui, alors je souscris également à ce qui a été dit auparavant. Je voudrais simplement rajouter, pour préciser sur le Brexit, la question du Brexit. Alors le Brexit, c'est pas un cas de force majeure, c'est quelque chose de totalement prévisible qui est arrivé avec une certaine un temps qui était finalement pas extrêmement rapide, mais comme un événement dont on est certain du point d'arrivée. Le Brexit, on dit tout et n'importe quoi à propos du Brexit. Il faut savoir que certains traités sont déjà signés avec l'Union européenne, je ne rentre pas du tout dans les détails, d'autres ne le sont pas encore, notamment sur la question des services, de la libre circulation des services, ou de la circulation, non pas libre, mais organisée des services. On ne parle jamais de l'organisation judiciaire, c'est-à-dire des conséquences, tout simplement, pour une entreprise internationale d'avoir un dossier plaidé à Londres ou en Angleterre, mais admettons à Londres. La principale problématique vraiment pratique que j'y vois, moi, c'est la question de l'exéquatur.
Aujourd'hui, c'est pas très clair et pas très défini la manière dont, avec un jugement qui vous donnerait raison, vous pourriez aller exécuter dans le reste de l'Europe. Ça viendra, mais pour l'instant, on est dans un no man's land qui est tout sauf sécurisant pour les entreprises. Et il faut savoir que c'est un sujet qui, bien sûr, est un problème pour les avocats anglais, les barristers, parce que ce sont ceux qui vraiment font la procédure et qu'ils cherchent à tout prix à trouver d'autres services et solutions à vendre, parce qu'il y a d'ores et déjà une chute importante du nombre de cas. Alors les Anglais, ils se font toujours juger en Angleterre et l'exéquatur n'est pas un sujet, mais pour tous les cas internationaux, la justice qui pourrait être organisée dans un autre pays, que ce soit la France, l'Allemagne ou le Hollande, il est évident que ces dossiers sont partis ou partent de Londres, ça c'est certain. Ce que je voulais simplement dire également, pour rebondir sur la phase préliminaire de notre conversation avant d'être vraiment dans le sujet, de savoir qu'est-ce qui est un atout aujourd'hui, qu'est-ce qui aide à l'attractivité de la place de Paris et qu'est-ce qui doit s'améliorer, puisque on a cette fenêtre de tir des présidentielles. Donc il est temps de faire sa liste de courses. Nous sommes proches de Noël, donc pourquoi pas une lettre, non pas au Père Noël, mais au candidat. Évidemment, aujourd'hui, ce qu'on voit, quelles sont les tendances absolument générales, dans tous les pays du monde d'ailleurs, que ce soit les pays d'état de droit ou ceux qui sont moins, comme la Chine ou autres, la Russie par exemple, on voit une forte poussée de la réglementation. On est, en tout cas de manière très globale, dans le monde entier, le commerce international a eu une période libérale, extrêmement libérale, ce qu'on a appelé la globalisation pour utiliser un terme anglo-saxon et la mondialisation pour utiliser un terme plus français, avec comme soutien matériel, j'allais dire, des règles de droit consensuel. Donc en gros, du droit des contrats internationaux qui permettaient aux rédacteurs de s'organiser de la manière dont ils le souhaitaient et en fait aux parties de décider d'inventer leurs propres lois et leur propre gestion de leur partenariat et de commerce international. Tout cela aujourd'hui est fortement bousculé par une poussée forte de réglementation, comme je le disais, dans le monde entier, par secteur d'industrie. C'est pas nouveau, bien entendu, je suis pas du tout en train de dire que c'est quelque chose de nouveau, mais il y a un renforcement certain de ces règles qui vont mettre à mal la tranquillité des parties qui vivaient leurs droits consensuels avec bonheur, liberté et indépendance des différentes cours. Et pour résumer de manière assez pratique, cela signifie que vous pouvez élire le tribunal de commerce de Paris dans un litige international alors que vous êtes une partie allemande et une partie africaine, par exemple, parce que vous êtes confortable d'aller à Paris, ou une partie française et une partie anglaise, et que donc votre litige, si vous le souhaitez en tant que partie, pourra être examiné par un juge français, mais s'il y a un droit impératif en Allemagne, le juge allemand pourra considérer, s'il est saisi, que bien que la loi des parties qui a été choisie soit celle de la France, il se considérera compétent. Ça aussi, ça a toujours existé. C'est pas quelque chose de nouveau, mais comme on a une réglementation, j'allais dire galopante, encore une fois par secteur d'industrie, on peut penser à l'énergie, à la banque, on peut penser à la pharmacie, on peut penser à beaucoup d'autres choses. Il va y avoir, je pense, une espèce de modération dans la volonté des parties d'aller choisir la place de leur litige, puisque quand bien même vous choisissez la place de votre litige, vous aurez toujours le risque de pouvoir aller devant la juridiction compétente. Donc ça, c'est un mouvement général, planétaire, qui trouve ses causes dans la géopolitique, et j'en terminerai par là. Il faut l'avoir, on peut rien en faire d'autre que le subir, simplement il faut l'avoir en tête, et il faut savoir que donc géopolitique dit politique, et que les élections présidentielles en France vont aussi avoir un impact, j'allais dire, sur ces questions-là. Alors justement, en parlant de la présidentielle, je reprends un terme que vous avez utilisé à dessein, liste du Père Noël. Alors le législateur a dans l'atelier certaines choses qui ont été mises en place depuis quelques années, qui peuvent être mises en place. Donc on laisse la parole à Monsieur le député. Merci Lucas de m'introduire de cette façon-là dans l'atelier du Papa Noël. Donc c'est très intéressant pour nous tous. Ça met la barre haut quand même. Et surtout, ça prouve que le pouvoir politique existe encore et peut agir. Contrairement à ce que pensent certains. Quoi qu'il en coûte, voilà, comme le dit Paul Louis. Alors, moi, je reviendrai sur votre question qui est juste passionnante. Passionnante parce qu'elle fait du droit des affaires une question politique. Et j'allais dire, il était temps. Il était temps. Alors,
pourquoi il était temps, c'est que on en parle tous, on considère ça comme une évidence, mais moi qui connais un peu les deux mondes, le monde politique et le monde des affaires, je peux vous dire que dans le monde politique, on n'est pas certain que la compétitivité d'un pays passe par le droit des affaires. On est toujours à la recherche de mécanismes subventionnels, on parlait du quoi qu'il en coûte ou d'autres mécanismes, mais rares sont les politiques qui vont vous dire que le droit des affaires est un outil, un des fondamentaux essentiels de la compétitivité d'un pays. Et on sait que c'est un des éléments fondamentaux. Surtout dans des pays matures, où, au fond, on va pas devenir l'atelier du monde par une baisse suffisamment massive des cotisations sociales à horizon de 10 ans. On pourrait le souhaiter, on pourrait en rêver, et ça n'arrivera pas. Bon. Donc, ça veut dire que le droit des affaires est un des éléments essentiels de notre compétitivité. Et regardez le paradoxe dans lequel nous sommes, c'est que ce débat, c'est un débat d'experts, passionnant, mais le politique, ça n'est pas emparé. Bah, si vous êtes là. Je suis le seul. C'est-à-dire que dès qu'il y a un seul politique, c'est pas le politique qui s'en empare. Il faudrait qu'il y ait un débat. Il faudrait qu'il y ait des contradicteurs. Il faudrait qu'il y ait un sujet. Bon. Alors, tant mieux. Je suis là, c'est qu'il y a un progrès et d'autres vont arriver et je suis sûr que ce sujet deviendra un sujet de débat avec votre question posée comme prémisse de cette longue marche dialectique autour du droit des affaires. Mais alors, j'en reviens à mon sujet, moi qui est une de mes marottes. C'est que le droit des affaires, on sait que c'est un élément de compétitivité. On voit les politiques s'en mêler très très peu. Et pourtant, on sait qu'on en a besoin. Et quand on regarde la gouvernance, parlons de gouvernance un peu du droit des affaires, eh bien, on voit une chancellerie où il y a une compétence juridiquement en matière de droit des affaires, mais il n'y a pas forcément les personnes en nombre suffisant pour le faire, même si la compétence de ces personnes est exemplaire ou exceptionnelle. Bon. Et du côté de Bercy, où il y aurait la compétence humaine, naturelle, l'économie, eh bien, il n'y a pas la compétence juridiquement. Et donc, vous vous retrouvez dans un angle mort du côté de l'exécutif, où finalement, le droit des affaires, dont on sait qu'il est un élément essentiel de la compétitivité de notre pays, n'est traité véritablement par personne, ou du moins par quelques personnes, mais pas de manière prioritaire. Bon. Donc, premier point, celui-ci. Petite parenthèse, est-ce que vous pensez que c'est lié à notre, on va dire, à notre historique de pays colbertiste, en fait? Un peu, vous avez raison. Alors c'est lié à notre historique de pays colbertiste et, moi qui suis très atlantiste, aussi à une focalisation vers les systèmes anglo-saxons, qui est une focalisation qui peut être très intéressante. Sauf que les pays anglo-saxons, les pays de common law, et vous veniez de le dire plus généralement dans les 30 dernières années qu'on vient de connaître, sont des pays où le contrat fait le droit, essentiellement, si je caricature bien entendu. On est un pays de droit romano-germanique où le droit est fait d'abord par la norme. Bon. Et notre difficulté, c'est qu'on a regardé avec les yeux de Chimène le modèle du common law et on s'est dit, ben, il n'y a pas de nécessité absolue de parler du droit des affaires en permanence du côté de la gouvernance. Parce que regardez ce que font les Anglais ou ce que font les Américains, ben, il n'y a pas un ministère en charge du droit des affaires en tant que tel, parce que les partis s'organisent en tant que tel. Sauf que nous, on a besoin de normes. Et on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire que le président Netter le disait fort justement, si on fait un point sur ce qui fonctionne, si on sort du discours habituel du French bashing, eh bien, on se rend compte qu'on a un système sophistiqué qui répond à plein de sujets avec une stabilité, avec une solidité, avec une efficacité incontestée pour beaucoup d'acteurs que vous connaissez, que vous fréquentez très souvent et très régulièrement. Premier point. Mais on voit qu'il y a besoin de réglages fins, de fine-tuning un peu partout, sur des tas de sujets qui sont, certes, pour certains très importants, pour d'autres un peu moins importants, mais on voit que ces sujets-là ne sont pas traités. Pour quelle raison? Bien parce que dans la gouvernance, finalement, il n'y a pas tellement de pilotage de la norme en la matière. Donc, je pense, pour en revenir à votre question, le premier point que l'on doit se poser, c'est l'intérêt du droit des affaires dans la compétitivité du pays. La réponse est oui, 1000 fois oui, on vient tous de le dire à la tribune. La deuxième question, est-ce qu'il y a un besoin de traiter ce sujet-là par une gouvernance qui soit un pilotage véritable? La réponse, moi, me semble-t-il, est oui. Alors, il ne s'agit pas que ce pilotage vienne changer le droit des affaires tous les 2 jours. Il faut une doctrine de droit des affaires, du pilotage du droit des affaires dans notre pays. Ça veut dire peut-être la stabilité de la norme, son efficacité, la non-remise en cause parfois de certains piliers, dont la justice indépendante et la justice, notamment économique, indépendante et peu coûteuse, mais peut-être des moyens aussi à mettre en face de ces éléments-là. Bref, il nous faut constituer une doctrine du futur du droit des affaires, parce que cet élément-là, il est fondamental, et qu'on ne peut pas simplement se laisser aller aux évolutions des partis, aux volontés des partis, même si c'est l'élément essentiel pour le libéral que je suis, mais néanmoins, la norme, elle est là, et elle dicte une grande partie de sa conduite à la France, aux acteurs économiques français.
Et j'en terminerai par là pour cette introduction. Je pense que le moment, alors le Brexit, vous le disiez, chère madame, vous avez raison, il était prévisible, on s'y avançait peu à peu et inexorablement. Sauf qu'aujourd'hui, il crée une opportunité macroéconomiquement. Il crée l'opportunité de faire de Paris une place encore plus attractive sur le plan juridique. Sauf qu'il va falloir qu'on se réveille tous un peu ensemble, que vous réveillez tous les acteurs. Pourquoi ? Parce que les Hollandais ne vont pas nous attendre. Ils ne nous ont déjà pas entendus du tout. Donc, je parle des Hollandais, mais je suis sûr que d'autres pays, d'autres places intéressantes sur le plan juridique. Mais la place hollandaise, elle est quand même réputée pour sa souplesse, pour son efficacité. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on a un vrai sujet, et c'est pour ça que votre question, elle est essentielle dans notre développement économique, dans notre futur économique. On a un vrai sujet de pilotage de l'avenir de notre droit des affaires et de notre économie, finalement, sur l'aspect régulation. Et donc, cet aspect-là, il faut qu'on arrive à le réfléchir ensemble, dans le contenu et dans le pilote. Est-ce que vous pensez qu'une administration qui nommerait, alors la question s'adresse à tous, mais une sorte de monsieur attractivité, qui prendrait des compétences Place Vendôme, qui prendrait des compétences Quai d'Orsay, ce serait efficace ou pas ? Peut-être je laisserai d'abord, parce qu'on en discute beaucoup avec le président, mais à mes yeux, oui. À mes yeux, alors c'est pas vous dire un monsieur ou une madame simplement attractivité, c'est se dire qu'on est capable de rendre visible un des éléments essentiels de notre politique économique. Il ne viendrait à personne, à l'esprit de personne, de nous dire qu'on ne va pas mettre un ministre en charge de la fiscalité. Qui dans la salle nous dirait mais non, il n'y a pas besoin de ministre de la fiscalité parce que les acteurs économiques ils regardent jamais la fiscalité quand ils installent dans un pays. Personne ne dirait cette bêtise là dans cette salle. Eh bien, pourtant, pour les acteurs économiques, pour les acteurs politiques, on continue à penser une bêtise qui est aussi grande que celle que je viens de vous énoncer, se dire il n'y a pas de pilote pour le droit des affaires. Et donc la réponse est oui, il nous faut un pilotage. Et ce pilotage, vous l'avez résumé, il va chercher à la chancellerie, il va chercher à Bercy, et finalement il est entre ces deux mondes. Et il doit rendre compte au Parlement, et il doit se dire aussi, en fonction de la doctrine universitaire, des éléments qui sont aussi apportés par les juridictions, comment on doit faire évoluer ce droit avec ce fine-tuning. Je pense que ce fine-tuning, il est essentiel sur plein de sujets. On pourrait en parler des heures, mais il y a plein de sujets sur lesquels, alors on fait confiance à la sagesse du juge, et on a raison, sauf qu'il y a des choix qui doivent être politiques, qui doivent être affirmés. On parlera tout à l'heure, j'espère, de la gestion de faits. La gestion de faits, en la laissant finalement arbitrée uniquement par la justice et par la Cour de cassation en particulier avec l'arrêt Worms. Bien sûr que c'est une façon extrêmement prudentielle de voir ce concept. Sauf que si vous prenez aujourd'hui, allez, on va prendre un sujet, moi, qui m'est cher, le restructuring. Pourquoi n'y a-t-il pas de fonds de retournement en France? Alors, pour plein de raisons. Je focalise, je caricature. Mais un des éléments c'est si vous faites rentrer un fonds de retournement dans une entreprise qu'il faut retourner, vous croyez que le fonds de retournement, il va dire, ah non, là, je fais pas ces gestions de faits. Le fonds de retournement, ils vont se retrousser les manches, ils vont y aller, ils vont secouer, et c'est pour ça qu'on les attend là, dans l'entreprise. On les attend comme apporteurs de capital, mais apporteurs également de compétences. Et donc, tout ça pour vous dire que sur cet élément-là, par exemple, sur ce point, moi, qui me semble essentiel, mais qui est considéré comme un des points du grand tableau du droit des affaires, eh bien, sur cet élément-là, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Aujourd'hui, on laisse les acteurs, on laisse la magistrature, et c'est très bien, enfin la justice, et c'est très bien pour le lot commun, mais il n'y a pas de décision politique. Monsieur Netter ? Moi, j'adhère complètement à ça. Effectivement, quand on parle d'attractivité de la place, etc., en réalité, vous avez trois grands acteurs dans ce domaine-là. Vous avez d'abord Bercy. Bercy, il est intéressé par quoi ? Pour l'essentiel, c'est de Choose France, c'est-à-dire amener de l'activité dans notre pays. Et pour l'essentiel, c'est ça. Vous avez Vendôme, c'est-à-dire le ministère de la Justice. Lui, il est intéressé par la norme de droit, il dit, voilà, c'est bien. Et puis, on s'intéresse à l'international, dit-il, parce que, regardez, on a des magistrats de liaison. Sauf que quand vous discutez avec les magistrats de liaison, qui sont dans les ambassades, pas toutes les ambassades, mais la plupart des grandes ambassades, les magistrats de liaison, pour l'essentiel, ils font du pénal. C'est-à-dire l'enfant qui a été enlevé, le criminel qu'il faut rapatrier, etc., etc. Et l'économie, ça les intéresse pas beaucoup. D'une façon générale, d'ailleurs, l'économie, ça intéresse pas trop les magistrats. Ça, c'est une question un peu plus large. Et puis le troisième acteur, c'est le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, il est assez content. Je veux dire, je sais pas très bien ce qu'il fait, mais en tout cas, il est assez content. Bon, voilà, ça a l'air d'aller. Le problème de cela,
Le problème de cela, finalement, c'est que vous n'avez pas d'unité. Je vais prendre un exemple. En 2015, il y a eu une fusion qui était assez intéressante entre l'Agence des participations financières internationales de l'État et UbiFrance. Et ils ont fait quoi ensemble? Ils ont fait Business France. Voilà. Et Business France, aujourd'hui, c'est une agence qui fait du boulot pour effectivement favoriser l'export de France, des produits français bien sûr vers l'extérieur. On n'a pas ça en matière judiciaire. On n'a pas ça du tout. On n'a personne d'abord qui coordonne les activités de ces différentes administrations, et surtout aussi on n'a personne qui, et là je vous rejoins complètement, ces personnes qui incarnent cela. Il faudrait quoi, en fait? Il faudrait qu'on dise, voilà, il y a quelque chose qui s'appelle Law Firm in France, ou je sais pas quoi, quelque chose de genre-là, et à la tête, on met qui? On met un très grand magistrat, ou on met un très grand avocat, ou on met un très grand professeur d'université, mais quelqu'un qui est complètement tourné vers l'international, qui passe son temps dans les avions, et qui vient dire, voilà, il faut venir en France parce que en France, on a une place de droit absolument magnifique. C'est une sorte de business développeur. C'est une sorte de business développeur, mais on va pas lui dire comme ça parce que sinon ça va pas marcher. Je veux dire, enfin, je le crains en tout cas. Ça probablement aux fonctionnaires et ils aiment pas trop être appelés business développeur. Ouais. Mais ça c'est quand même essentiel. Regardez, moi je suis allé une fois il y a un truc qui s'appelle le Legal Forum de Saint-Pétersbourg. C'est très impressionnant parce qu'au Legal Forum de Saint-Pétersbourg, et tout le monde connaît la justice russe, le Legal Forum de Saint-Pétersbourg, vous avez le monde entier qui est là, je veux dire, et c'est hyper bien organisé. La mairie de Saint-Pétersbourg bloque des rues pour permettre aux participants d'aller boire un coup, etc., etc. C'est vraiment magnifique. Est-ce qu'on a ça en France ? Pas une fois. Je veux dire, est-ce qu'on a vu aujourd'hui notre capitale ou nos pouvoirs publics dire bon, on va faire une manifestation exceptionnelle pour le monde entier qui est vive la loi française ou nous on est une vraie place de droit. Ça n'existe pas. Et c'est pire encore. Personne n'y pense d'ailleurs. Personne n'y pense. Mais c'est ça qu'on devrait faire parce que si on veut renforcer l'attractivité de la place de droit, il faut dire au monde entier on est vraiment très beau. Et en plus, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses qui font qu'on est beau. Enfin, voilà. Donc, j'en dirai pas plus parce que je pense que chacun a parfaitement compris ce que je voulais dire sur le sujet. Monsieur Adair, ensuite Madame Lavorel. Oui, moi j'ai trois autres choses à dire, mais je confirme que si le barreau de Paris est sans doute le plus grand et le plus beau d'Europe, la rentrée du barreau de Paris, je l'ai eu la chance de l'organiser 2 années, réunit la plus belle, même l'ABA ne réunit pas autant d'avocats, alors beaucoup plus d'avocats américains, mais venant de tous les endroits du monde. Pas simplement parce que Paris est une très belle ville, parce que ça c'est incontestable, mais on le fait en règle générale fin novembre, début décembre, donc c'est pas le meilleur moment pour faire du tourisme à Paris. Non, parce que les gens ont envie de s'y retrouver. Donc c'est un pôle naturel d'attraction. Mais pour ça, je vais revenir sur ma marotte, c'est l'état de droit. L'état de droit, c'est le procès équitable. Le procès équitable, c'est un avocat qui a la plénitude de ses attributions. Et monsieur le député, je suis très content que vous soyez là parce que vous allez avoir un débat prochainement qui nous préoccupe au plus haut point. Et qui vous préoccupe d'ailleurs comme avocat. Forcément, vous n'avez pas oublié que vous étiez avocat et ce qu'on demande à un avocat, c'est-à-dire une confidence parfaite de tout ce que lui confie son client lorsqu'il a des inquiétudes sur l'application de la règle de droit, sur ce qu'il peut faire, pas faire, et qu'on envisage tous les scénarios possibles. Ça ne peut pas être autrement dans la relation qu'un avocat a avec ses clients, que ce soit des entreprises ou que ce soit des particuliers. Et donc, nous sommes très fâchés, vous l'avez entendu, de ce que, à la faveur de ce qui devait être une avancée du secret professionnel, comme devant s'opposer à la chambre criminelle, notamment pour tout ce qu'elle fait en matière de perquisition ou d'écoute téléphonique des clients des avocats, mais avec leur avocat, le garde des Sceaux s'est dit bon je le mets dans l'article préliminaire du Code de procédure pénale. C'est aujourd'hui le meilleur endroit pour mettre un grand principe qui irrigue ensuite normalement toute la procédure pénale, mais qu'à la faveur de cet changement de la loi qui devait être une avancée du secret professionnel, les sénateurs puis la CMP, parmi dans lesquels il y a des avocats, aient renoncé et finalement sont à un retrait puisque sur certaines infractions qu'on estime justifiant qu'on s'assoit sur le secret professionnel, c'est-à-dire le blanchiment, la fraude fiscale et la corruption, je ne sais plus quels sont les 4,
il n'y ait plus de secret professionnel. C'est-à-dire qu'il suffira désormais pour les autorités d'ouvrir sur ces chefs-là pour pouvoir aller saisir tout ce qu'un avocat a pu dire à son client lorsqu'il s'interrogeait légitimement sur la portée et l'application d'une règle de droit. Donc pour nous, c'est une vraie préoccupation. Je vais terminer là-dessus parce que je vais aller au bout de la préoccupation de notre rencontre, c'est-à-dire les conséquences économiques. C'est que à partir du moment, si c'est voté en l'état, et j'ose espérer qu'on va pouvoir revenir en arrière grâce à un amendement gouvernemental, ça va se jouer dans les prochains jours, on sait que désormais, en France, pas simplement à Paris, mais donc à Paris aussi, on peut saisir dès lors que on pourra ouvrir sur ces infractions-là et qu'il n'y a plus de secret professionnel et qu'on ne peut plus échanger avec un avocat. On va affaiblir les entreprises françaises. Pas simplement les cabinets d'avocats, on va affaiblir les entreprises françaises, leurs services juridiques. Et désormais, on ira ailleurs lorsqu'on voudra échanger. Et donc, on va démonétiser la place de Paris. Parce qu'on porte un coup très sévère à l'état de droit, en ce que le procès équitable suppose des avocats avec la plénitude de leurs attributions. Je le redis à cette occasion, le secret professionnel, c'est pas un attribut de l'avocat, c'est une obligation pour l'avocat. Une obligation, alors là, elle est sévèrement réprimée lorsque on ose confier ce qu'on nous a dit au bout de 2 minutes de conversation, et que c'est un droit des justiciables, des entreprises comme des particuliers, mais qui doit aussi s'opposer aux autorités publiques et judiciaires qui ont fait un lobbying terrible. Et vous dites, ça doit se faire entre Vendôme, mais non, c'est Bercy qui a eu le dernier mot. Comme souvent, c'est Bercy qui a eu le dernier mot. Et notre pauvre garde des Sceaux est obligé de manger sa cravate parce qu'il s'est rendu compte que dans les arbitrages qui ont été faits au-dessus, il n'a rien pu dire. Ce qui est pour nous une énorme déception, alors que c'est un avocat qui se trouve pour une fois place Vendôme. Et que il en résulte, si vous voulez, je ne sais plus par quoi je voulais terminer, mais au regard des enjeux présidentiels, c'est même avant la présidence, que votre parti, qui décide quand même comment la règle doit être votée, puisqu'elle a le dernier mot, ne perd pas la boussole démocratique, sinon ça sera un appauvrissement considérable des entreprises et de la vie économique française. Si vous me permettez juste de rebondir, parce que je pense qu'on est dans un des cœurs du sujet que vous avez soulevé, qui est juste fondamental. À titre personnel, parce que je suis à la fois pas membre de la commission des lois, je suis membre de la commission des finances, et c'est surtout un amendement sénatorial, je vous le rappelle, vous l'avez fort justement dit, et de l'Union centriste. Alors je suis un centriste de cœur depuis longtemps, bien avant la création de LREM, sauf que c'est pas du tout LREM qui l'a porté. Bon. Et c'est la majorité sénatoriale, je me permets de vous le rappeler, je suis au courant de tout ça, mais c'est quand même vous qui avez le dernier mot. Non, enfin, c'est nous, c'est la CMP, et dans la CMP, c'est un peu plus... Enfin, je suis pas là pour ergoter, mais donc je vais m'exprimer à titre extrêmement personnel, mais pour vous dire que j'adhère. Bon, ouais, et je pousse pour vous, et je pousse pour nous, parce que clairement, et je vais revenir sur votre raisonnement qui m'intéresse énormément sur un principe plus général. Bon, parce que votre question, elle est générale et elle nous permet peut-être, cette question-là, c'est un cas, une étude de cas considérablement importante pour justifier et incarner le besoin que nous avons d'un pilotage lucide sur le droit des affaires. Vous voyez, quand vous avez dit, c'est pas simplement pour les cabinets d'avocats, mais ne serait-ce utile que pour les cabinets d'avocats français, ce serait déjà une bonne chose. Vous savez, les Américains ne se gênent pas, ou les Anglais ne se gênent pas pour avoir une politique favorable à leurs firmes. Parce qu'ils considèrent qu'avoir des grandes firmes d'avocats sur le plan international, c'est une question politique. C'est une question de rayonnement de leur pays, de rayonnement de leurs droits. Aujourd'hui, alors vous êtes dans un cabinet qui a su afficher ce rayonnement, cette volonté de rayonnement international, mais finalement vous êtes une des rares exceptions sur la place française si on prend le pays dans toute sa globalité. Et nous, notre pays, on doit aussi se dire, tout à l'heure j'ai assisté à une table ronde sur la politique industrielle et le droit de la concurrence, et bien dans un des aspects de notre politique industrielle, il faut regarder également l'attractivité pour le métier d'avocat de notre place parisienne. Premier point. Deuxième point, vous avez raison sur votre analyse, mais ne serait-ce que en se disant, mais si un acteur international... Excusez-moi, je vous coupe juste parce que j'ai oublié la dernière idée, parce que ce qui était sous-jacent dans le combat qu'a fait le PNF
au sein de Bercy où ils sont très influents, c'est l'idée que les avocats étaient nécessairement les complices des fraudeurs. Bien sûr. Et donc ça, au-delà de tout ce que c'est insupportable et faux, Mais oui. mais c'est pour venir pallier le manque. C'est pour ça que excusez-moi, je profite de ça parce que je serais très heureux d'avoir votre réaction à ce sujet. Le manque de moyens donnés à la justice économique dans notre pays. C'est très peu de brigades, c'est très peu de moyens. Alors peut-être que l'AMF s'est développée avec le temps, que l'autorité de la concurrence est en train de faire ses preuves, notamment contre les GAFA, etc. Mais s'agissant de la justice économique judiciaire, elle est très embryonnaire. Et c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens de trouver autrement les preuves pour mettre en quelqu'un en accusation qu'on peut aller servir chez un cabinet d'avocats. C'est ça, c'est pas possible. C'est ça, vous avez raison, confrère. Enfin, j'adhère à ce que vous dites. Vous savez, moi j'ai j'avais deux spécialités où j'ai deux marottes en tant qu'avocat, c'est le droit des entreprises en difficulté d'une part et le droit fiscal d'autre part, et en particulier le contentieux fiscal. Et quand j'entends des idioties parfois, parce qu'un client a besoin d'être défendu. Si vous disiez sur un meurtrier ou un présumé plutôt, quelqu'un qui est attrait dans une affaire de meurtre, et on dirait mais l'avocat doit révéler tous les secrets alors qu'il est là pour défendre, on créerait à l'infamie. Bon, que se passe-t-il? Et je suis très intéressé par cette discussion pour la prolonger un peu plus loin. Bien sûr, après on parlera de moyens de lobbying, parce qu'il faut pas, c'est pas un gros mot de se dire il faut peser. Et je suis pas sûr que ce soit que Bercy. Moi, j'ai essayé de creuser le sujet le jour même, parce que j'ai croisé un sénateur qui est un des artisans qui est un de nos confrères, un des artisans de cet amendement, et je suis pas sûr que ce soit que Bercy. Pourquoi ça n'est pas que Bercy? Et c'est là où nous devons tous nous méfier. C'est qu'il y a un climat général qui n'est pas forcément réceptif à ce qu'on vient de se dire. Et il faut qu'on convainque, il faut qu'on affiche nos couleurs. On ne peut plus rester caché en se disant les gens comprendront que les affaires doivent se traiter discrètement. Il faut qu'on soit capable d'exposer pourquoi on a besoin d'agir d'une façon ou d'une autre. Premier point. Et je le vois en droit fiscal, on a fait reculer le secret fiscal de manière hallucinante et ahurissante de la part de l'avocat. Mais fragilisant qui? À la fois l'avocat, les cabinets français, indéniablement, mais également les contribuables. Parce que le droit à se défendre, c'est un droit important. Je termine par là, juste sur cet élément-là, parce que je voudrais, pardonnez-moi d'être trop bavard, ce que vous nous dites est très intéressant sur deux points, pour en terminer par là. Le premier point, c'est qu'on a besoin aujourd'hui de se dire qui va décider? Vous me dites Bercy, on n'en sait trop rien. C'est Bercy, c'est un magma. Bercy, le PNF, moi on me dit c'est le parquet financier, le garde des Sceaux me dit c'est le PNF. D'autres me disent c'est le sénateur que je croise, qui est un sénateur de ma région, que j'essaye de convaincre, et qui est un de nos confrères. C'est qu'en fait personne n'est vraiment fier de cette histoire, mais pour autant elle change pas. C'était quand même... Non, mais c'est important d'analyser le dispositif, parce qu'on peut pas juste se dire, on voudrait, parce qu'on peut le faire, peut-être essayer de le faire passer. D'abord, c'est pas sûr que ça fonctionne, mais surtout, si on n'en tire pas des conséquences en se disant, mais non, comment on fait pour pas que ça se reproduise? Eh ben, ça se reproduira beaucoup plus. Parce que des ONG qui vont venir nous expliquer que nous sommes des méchants parce qu'on défend des entrepreneurs, croyez-moi qu'elles sont pas prêtes de s'arrêter de travailler contre nous, contre l'économie. Parce que moi, je pense qu'elles travaillent contre l'économie au bout d'un moment. Il faut se le dire aussi. Bon. Premier point. Et deuxième point, et j'en termine par là, elles incarnent pleinement la fragilité du pilotage. C'est-à-dire que vous me dites, le garde des Sceaux a mangé sa cravate. C'est pas tellement qu'il ait mangé sa cravate, c'est que sans ce dispositif-là, au Sénat, il n'y a pas eu quelqu'un, et comme le disait Paul Louis tout à l'heure, qui se disent, l'essentiel, ok, le pénal c'est très important, mais le droit des affaires, on a un ministre ou un secrétaire d'État qui va venir et qui va défendre et qui va dire pourquoi on a besoin de ces éléments-là. On va avoir des gens qui seront sensibilisés sur cette question-là, de l'aspect stratégique du droit des affaires. Aujourd'hui, en dehors de ce cénacle et de quelques cénacles d'experts, aller dire à un endroit, le droit des affaires est un des aspects stratégiques de notre économie, de notre politique économique. Bien, on sera peu entendu, malheureusement. Madame Lavorel, à vous. Non, mais moi je suis enchantée d'être au milieu de ce dialogue. Là, vous étiez prise entre deux qui feux. Qui me nourrit. Et oui, et vous parlez de l'entreprise, bien sûr, et l'entreprise dans tout ça. L'entreprise, c'est le client, en effet. C'est le client des avocats, c'est aussi le client interne des directions juridiques. Alors, il est vrai que en France, on a pas seulement une mauvaise culture du droit des affaires, mais une mauvaise culture de l'économie. On connaît mal les entreprises et on a toujours l'impression que dans chaque chef d'entreprise, il y a un délinquant qui sommeille. C'est quand même insupportable. Et à l'inverse, dans les entreprises, on a quand même souvent, une mauvaise culture juridique. Donc, on est très loin, très loin du schéma auquel vous aspirez, mais qui est, à mon sens, évidemment positif. Moi, ce qui me frappe dans ce que vous dites,
Moi, je travaille beaucoup à l'international dans l'entreprise dans laquelle je suis, c'est une entreprise américaine, et j'ai une couverture mondiale. Et les débats qui sont en France en ce moment, celui-là même que vous venez d'avoir et qui est éminemment intéressant, me semble assez surréaliste parce qu'on est en sens inverse complet de la plupart des pays, quels qu'ils soient, même ceux qu'on considère pas tout à fait des parfaits bons élèves. Et pourquoi? Parce que, en fait, quand vous lisez des auteurs français comme Antoine Garapon, qui a beaucoup réfléchi sur ces sujets-là, qui a fait pas mal de droits comparés, on assiste, parce que c'est justement la poussée réglementaire dont je parlais, donc les besoins de compliance dans les entreprises, on assiste à quoi aujourd'hui? On assiste tout simplement à ce qu'on appelle l'émergence de l'enquête collaborative. L'enquête collaborative, c'est un concept qui a, je crois d'ailleurs, été plus ou moins formulé, en tout cas en français, par Antoine Garapon, qui consiste à dire, et on le vit depuis 20 ans en France avec la CNIL, qui consiste à dire parce qu'il n'y a pas de moyens justement dans la justice et parce que le droit des affaires, le droit pénal des affaires, pour 80% de ces délits, est un droit un droit qui est constitué d'infractions qui ne possèdent pas d'éléments intentionnels, l'élément intentionnel étant la réalisation des faits eux-mêmes, on assiste donc à un nombre important d'infractions qui sont commises sans volonté réelle de les commettre. Et donc, tout l'aspect, j'allais dire, la spirale positive du droit collaboratif, que ça soit dans la prévention ou que ça soit dans l'enquête, c'est de dire, dans les entreprises, il faut des auxiliaires de justice, des directeurs juridiques aidés par des cabinets d'avocats qui en fait assainissent les pratiques. C'est quand même fou qu'en France, on préfère, et là quand je dis on, c'est de nouveau Bercy, le PNF, qui on veut, j'en sais rien, mais les autorités aussi, parlons de l'AFA, parlons d'autres autorités, on préfère avoir à son tableau de chasse le plus de délinquants pris la main dans le sac que d'essayer de réduire le nombre d'infractions qui, encore une fois, ne sont pas commises nécessairement de manière intentionnelle. On parle là, finalement, de ce qui est la prévention. Et la prévention ne peut pas s'organiser en entreprise sans le secret de nos avocats qui nous assistent, mais également, je le dis, sans le secret des directions juridiques qui doivent œuvrer dans l'ombre et en cachette. Ça n'a absolument aucun sens. Et alors pourquoi est-ce qu'on est en sens inverse? La France, on était déjà très en retard, mais là ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on part dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de rattraper nos retards, mais de tourner le dos définitivement à la modernité. C'est quand on parlait des États-Unis. Aux États-Unis, on le sait, la plupart des enquêtes sont collaboratives. C'est-à-dire que le département de justice, DOJ, fait extrêmement peu de perquisitions. C'est très rare les perquisitions aux États-Unis. Le DOJ travaille beaucoup plus sur réquisition, c'est-à-dire qu'il demande aux entreprises la fourniture de documents que les entreprises fournissent, avec le legal privilege qui peut faire l'objet d'une discussion devant un juge que je qualifierais juge du siège, si entre procureur et partie, il y a une conversation sur est-ce que c'est couvert par le secret professionnel ou pas. Bon. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc déjà, la collaboration. En 2018, les procureurs avaient pris l'habitude, pour faire avancer plus vite leurs enquêtes, eux aussi peut-être pas assez nombreux, même si plus de moyens qu'en France, de pousser les parties sur la levée du secret professionnel, qu'il soit dans l'entreprise ou chez les avocats, et en donnant des crédits de collaboration, ce qu'on appelait les crédits de collaboration. C'est-à-dire que si les entreprises acceptaient de révéler des pièces qui étaient soumises au secret, elles gagnaient des points, et dans la négociation d'un deal avec les autorités américaines, elles avaient plus de chances de succès ou des sanctions moins fortes. Eh bien, l'année dernière, en 2020, il a été mis fin à ces pratiques parce qu'il a été considéré que le droit au secret, qu'il soit celui des avocats, parce que c'est la même chose, donc celui des juristes, que le droit de secret était un droit inviolable, qu'il était l'élément fondamental, de la justice américaine et de la démocratie, et que personne ne pouvait déroger, ni même un procureur donner envie à une partie de le lever. Donc c'est juste pour vous dire, ça date de juillet 2020, c'est les guidelines qui ont été émises en 2020, qui sont pas publiques, mais que tout le monde connaît quand même, qui ont été émises aux États-Unis. Donc on a, et c'est pas pour se comparer, c'est vrai qu'on est différents, on n'est pas dans le même système, rien n'est commun. Mais tout de même, on ne peut que constater qu'on est dans cette poussée de justice collaborative, de prévention d'infractions, de volonté d'assainir
la manière, enfin, on va dire tout simplement les pays et de faire baisser le taux de corruption. Il faut quand même savoir qu'en France, on est 23e mondial, on est classé 23e mondial au classement de Forensic. Donc on n'est pas bon alors qu'on croit qu'on est bon. Donc on devrait peut-être regarder ce qui se passe ailleurs, parce que là je parle des États-Unis, mais on sait qu'en Europe, la quasi-totalité, on pense à nos amis italiens par exemple, mais la quasi-totalité des pays ont le secret dans les directions juridiques. En France, on l'a déjà pas, mais maintenant on attaque celui de nos conseils. Donc il est temps pour les entreprises d'aller faire, c'est mon inquiétude, hein, c'est pas du tout mon souhait, d'aller prendre des décisions de compliance et importantes dans des pays où elles sont plus protégées. Et là, on est à l'inverse de ce qu'on parle, c'est-à-dire l'attractivité. Juste petite question, est-ce que vous pensez qu'un statut vraiment d'avocat en entreprise, ça permet justement de mieux protéger? Sauf si l'avocat n'est plus un avocat. Alors dans ce cas-là, effectivement, il n'y a plus personne. Mais évidemment que le service qui est demandé à un service juridique, pardonnez-moi, alors je parle à votre place, mais à une direction juridique, c'est exactement la même nature que ce qu'on demande à un avocat. Quand on est une petite société, un particulier, on s'adresse directement à l'avocat. Lorsqu'on a la chance d'avoir souvent d'ailleurs d'anciens avocats au sein des directions juridiques, on s'adresse à eux, on pose les mêmes questions légitimes. Est-ce que j'ai le droit de faire, pas faire? Et il ne faut pas que la réponse qui est donnée, attendez, il y a un risque, devienne l'élément d'accusation fondamentale, comme on le voit dans les affaires de fraude fiscale, parce qu'on va se servir chez les avocats fiscalistes, et on dit, vous ne pouvez pas ignorer que c'était faux, et l'élément de bonne foi ne pouvez pas soulever, parce que votre conseil avait dit, ça peut être constitutif d'abus de droit. Circuler, il n'y a rien à voir, et vous serez forcément condamné. C'est quand même le monde à l'envers. Et c'est un affaiblissement de la place de Paris, de la place française. Les entreprises sont affaiblies parce qu'elles n'ont plus, elles n'ont pas en leur sein ce qu'elles devraient avoir depuis longtemps. Et nous sommes au barreau de Paris favorables depuis, on l'a voté depuis moins d'une dizaine d'années à l'avocat en entreprise. Plus on sera nombreux, plus on se reconnaîtra. On est les mêmes. Alors, on aura un petit problème d'indépendance qui sera un peu différent, mais sinon, on fait exactement le même métier. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas à l'extérieur comme à l'intérieur, comme c'est dans quasiment tous les autres pays européens. Mais surtout avec le secret professionnel, parce que sinon, on ne sert plus à rien, franchement. Moi, juste pour rebondir sur un élément et qui m'a beaucoup intéressé, Laure, sur l'élément de comparaison. Alors, je fais référence à mes souvenirs de droit fiscal, et si vous voulez, je ne suis pas persuadé que le mouvement soit uniquement français, malheureusement. Allez, j'aurais souhaité que ça ne soit que gaulois, le mouvement. Ça n'est pas le cas si je prends le droit fiscal, qui est un peu préfigurateur de ce qui se passe sur beaucoup d'autres aspects. C'est d'Axis, oui. Et c'est Axis, c'est pas qu'Axis, c'est les droits américains. Parce qu'allez vous manger un contrôle fiscal aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est de la compliance, sauf qu'à un moment donné, et on rentre dans des choses un peu rugueuses. Bon, et c'est surtout, j'allais vous dire, et c'est là où il faut qu'on soit lucide, les yeux ouverts là-dessus. C'est surtout des opinions publiques parfois. Moi, je vais prendre référence sur un autre sujet que le droit fiscal, et un sujet dont on a beaucoup parlé avec Paul Louis, le droit des entreprises en difficulté. Vous avez un élément, la sanction, l'action en comblement de passif pour l'entrepreneur dont l'entreprise a fondu les plombs. Bon. Bien, vous avez un article du Code de commerce qui dit que le juge peut condamner à tout ou partie l'entrepreneur au comblement de passif. La faute de gestion, il n'y a pas de délai de prescription. C'est-à-dire qu'il y a le crime contre l'humanité, la faute de gestion du patron, là en droit français. C'est du droit français, là, actuel. Hein, sans prescription. Premier point. Il y a une prescription d'action, mais pas une prescription sur la faute. Il n'y a pas de définition de la faute. Et c'est peut être tout ou partie. En d'autres termes, si un d'entre vous casse une chaise, il devra rembourser la chaise. Si nous tous nous cassons notre chaise, chacun nous devrons rembourser la chaise que nous aurons cassée. Bien, le patron, c'est pas ça. Le patron en France, si nous cassons tous la chaise et s'il y a un patron parmi nous, il peut être condamné à combler tout le passif, toutes les chaises que nous aurons cassées. Vous voyez la justice dans laquelle on se trouve là-dessus. Et donc, pour aller dans votre sens, et pour juste avoir les yeux ouverts là-dessus. On peut casser, c'est le décideur juridique qui paiera, ça, soyez tranquille. Pierre, c'est bon. Faites attention aux chaises, s'il vous plaît. Donc je vois qu'on nous dit 10 minutes, j'en termine très vite là-dessus. Juste sur ce point, c'est pas pour vous dire non, la France doit s'enorgueillir, c'est pas mon intérêt, il faut qu'on ait les yeux ouverts sur la compétitivité de la France, également là-dessus, et il y a beaucoup de chemin à parcourir. Et il y a un défaut de culture économique, vous le disiez tout à l'heure, Laure, et vous avez 1000 fois raison. Mais globalement, il y a un climat qui n'est pas mondial, et qui n'est pas que friendly à l'égard des entrepreneurs, des acteurs économiques. Et par rapport à cela, et ça, j'y reviens, je pense qu'on a besoin aussi de construire un chemin de conviction
un chemin de conviction, d'expliquer pourquoi on a besoin. Le secret, par exemple, le secret des affaires. Regardez, en droit fiscal, moi j'étais éberlué de voir certains débats, et quand on disait simplement en commission, mais attention, par exemple, sur l'abus de droit, l'article 64A, L64A du LPF, qui dit il peut y avoir abus de droit si l'acte est essentiellement abus de fiscal, pas exclusivement, essentiellement, c'est-à-dire laissant la main au juge ou à l'administration en disant au fait vous l'avez fait peut-être surtout à but fiscal, et là on vous redresse, c'est 100% des pénalités, vous imaginez, et vous avez un risque pénal derrière. Eh bien, quand je tranquillement, calmement, je dis mais il y a peut-être un sujet, bien immédiatement j'étais suspect de complicité avec le grand capital frauduleux, les voyous en col blanc, etc. Et on n'arrête pas les images. Quand je parle du problème de l'action en comblement de passif, qui crée une peur, surtout que la plupart de ces décisions de justice ont du mal à être appliquées. Donc on est dans un climat absolument hallucinant qui crée la peur sans l'action de la répression, parfois sur les voyous. Donc ces éléments-là, pour vous dire que vous avez raison, on a raison de les souligner, il faut qu'on se bagarre ponctuellement, vous avez raison sur le secret, sur ces éléments-là. Mais moi je suis ravi de vous entendre, mais j'espère qu'à la Chambre, vous allez avoir la même vigueur pour défendre nos amendements. Mais vous avez des défenseurs, en dehors de moi aussi. Vous avez des défenseurs, et bien sûr qu'on est quelques-uns. Mais sauf que la Chambre, c'est très bien de me dire la Chambre, mais le Sénat, là, c'est un de nos confrères, camarades. Hein. Bon, et c'est très bien de me dire la Chambre, et c'est très bien de me dire LREM, mais allez dire ça à l'Union centriste et allez dire ça au Sénat. Et pourtant, je suis centriste. On a les noms. Surtout, c'est pas votre commission, hein, d'ailleurs. Et c'est pas ma commission. Donc, je veux bien, confrère. Moi, je veux bien tout entendre, mais attaquez-vous aux éléments essentiels et surtout ne trompez pas de cible. Il y a une opinion publique qui est là. Et l'opinion publique, sortez de là en disant, attention, les patrons sont pas tous des voyous. Eh bien, vous allez être suspect de collision avec le grand capital et les patrons voyous. C'est ce que vous allez subir, vous comme moi. Alors ça, c'est un sujet, on va dire, qui est culturel. Dans les freins, il y a aussi quelque chose de plus trivial, peut-être, c'est le manque de moyens, peut-être, pour la justice, monsieur Netter. Ah oui, le manque de moyens le manque de moyens de la justice économique. Je juste vous donner... Alors pourquoi il y a un manque de moyens? D'abord parce que la justice, c'est un coût proprement dérisoire. J'emploie exprès ce mot-là. Je vais vous donner un exemple parce que je l'ai personnellement vécu. Il y a quelques années, j'ai reçu en requête. Alors la requête, c'est une procédure non contradictoire, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une partie qui vient. J'ai reçu en requête une grande entreprise française qui venait d'être condamnée à payer 100 millions à son co-contractant par une décision d'arbitrage. Et ils viennent me dire ah oui c'est 100 millions mais en fait en face il peut le toucher 2 fois donc ça c'est pas bien donc ce qu'on vous demande c'est séquestrer la somme. Bon, ça m'a un peu surpris, je les ai écoutés, finalement j'accepte de séquestrer la somme. Donc je prends une ordonnance où je dis voilà, j'accepte que la société séquestre 100 millions d'euros évidemment avec les dépôts de consignation parce que ça se fait que là. Et vous imaginez alors donc ça c'est le premier acte, c'est la requête. Vous imaginez bien que en face c'est un pays. Enfin, c'est un pays. Vous imaginez bien que le pays qui reçoit l'ordonnance, qui s'attendait à recevoir 100 millions et qui reçoit une ordonnance en disant non, c'est juste un bulletin de séquestre, c'était pas tout à fait ce qu'il souhaitait. Donc, il y a une deuxième procédure qui s'appelle un référé où on demande la rétractation de mon ordonnance. Alors ça, c'est une procédure très contradictoire. Et donc, j'ai une audience où j'écoute les deux avocats qui sont pas évidemment des avocats du coin de la rue, puisque quand même un État souverain, une très grande entreprise, etc. Et je décide finalement, mais ça c'est anecdotique, je décide de conserver le séquestre. Donc l'enjeu c'est ça, l'enjeu c'est 100 millions. Maintenant je vais vous donner les frais. Alors il y avait le coût d'une requête, présentée au guichet, c'est 11,28 € quand même, s'il vous plaît. Et le coût de l'ordonnance de référé, c'est 46,34 €. Donc le total pour ces deux audiences, ça fait 57,62 €. Voilà. Alors c'est vrai, quand je dis c'est dérisoire, je veux dire, ça l'est vraiment. Et c'est probablement ce qui explique aussi la pauvreté de la justice économique. Moi, si je veux aller à l'étranger pour aller assister à un congrès, il faut que je demande soit à la chancellerie, soit au premier président de la cour d'appel. Et généralement, ils me disent qu'ils n'ont plus d'argent. Bon, c'est dommage, c'est comme ça. Si je veux faire un site internet, parce que j'ai une chambre de commerciale internationale, si je veux faire un site internet avec la tête de mes juges, leur CV, etc., je suis obligé de me faire subventionner par quelqu'un de généreux, qui en l'occurrence est la Caisse des dépôts, pour que je puisse avoir un site internet à peu près correctement. Je suis une juridiction de 180 juges. Je suis aussi un pygmée budgétaire.
Voilà. Donc, si on n'a pas d'argent aujourd'hui, c'est parce que aussi la justice c'est un coût dérisoire. Ça fait au moins 3 ans que j'ai proposé qu'on prélève une redevance pour service rendu dans des conditions extrêmement simples et pas très onéreuses. On me dit oui, c'est une bonne idée, c'est dans l'air du temps. Ça fait 3 ans. Voilà, je voudrais intervenir, Paul-Louis, pour abonder dans ton sens et donner l'avis des entreprises. Évidemment qu'on est effaré d'entendre ça. Quand on a une pratique internationale, je peux dire que malheureusement, ça n'est même pas un élément d'attractivité, c'est le contraire. C'est plus ça inquiète. Quand on est américain et qu'on dit qu'une justice est gratuite, on pense que ce qui ne vaut rien n'a pas de valeur. Donc c'est pas du tout un élément d'attractivité. Et en plus, pour finir, c'est souvent, malheureusement, comme ça ne coûte pas très cher, il y a beaucoup de procédures dilatoires. Lorsque vous êtes en Angleterre et que vous faites une procédure où vous avez toutes les chances de perdre, vous devez payer les frais, l'intégralité des frais de la partie adverse. En Allemagne, c'est limité à 70 000 €, mais quand même, ça vous fait réfléchir à 2 fois. Et donc, je pense que c'est l'intérêt absolument et des justiciables et de notre attractivité et des systèmes judiciaires de taxer. Après, qu'on ne taxe pas des PME, des TPE, on peut très bien faire un système à cran, mais quand on a une affaire de 200, ou moi je viens d'avoir une affaire au commerce où c'était encore beaucoup plus que ça en jeu, c'est ridicule de pas payer, ridicule. Voilà, bon, donc c'est une vraie piste en fait, hein, pour. Je suis rarement du côté de ceux qui prennent des taxes, mais là je trouve quand même qu'on peut y réfléchir. Oui, prendre des taxes, mais le budget global de la justice, on dépense par habitant français moitié moins que les Anglais, 3 fois moins que les Suisses. On dépense à peu près comme, alors c'est rien de désagréable vis-à-vis d'eux, des Moldaves ou les Serbes. Donc, et encore, on met les prisons dans le budget de la justice qui font pas eux. Donc, lorsqu'on compare, c'est normal qu'on n'ait pas assez de juges, pas assez d'enquêteurs, pas assez de moyens, qu'ils soient obligés d'emporter les dossiers chez eux pour les travailler. Tout ça, c'est absolument indigne. Mais ça date pas, malheureusement pas d'aujourd'hui. C'est depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On a totalement déprécié la Commission des finances. Et donc, aujourd'hui, on a un énorme retard à rattraper. Et en plus de ça, quand on regarde les débats publics, on observe les crédits qu'il faut débloquer en priorité pour la justice, c'est toujours, souvent, en tout cas, c'est souvent de la justice pénale. La justice économique, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Monsieur Gros, mais c'est la grande oubliée. C'est ça. Mais c'est exactement ce qu'on se dit depuis tout à l'heure sur la nécessité d'avoir du pilotage, une visibilité, une incarnation. On a besoin aujourd'hui de drainer là aussi des moyens pour la justice économique. Et après, c'est ce que vous disiez à juste titre. C'est-à-dire depuis 45, on déraisonne complètement. Le coût de la justice par habitant est absolument hallucinant quand on le compare à nos grands partenaires. Et c'est un problème, et j'y reviens. Vous payez mal nos juges. C'est indigne de savoir que maintenant, à Paris, ils peuvent plus se loger à Paris. Ils sont obligés de... Et c'est le problème de l'état de droit que vous évoquiez tout à l'heure comme votre marotte, et vous avez raison, et on le partage. On partage cette marotte parce qu'elle est nécessaire au fonctionnement de notre société, de notre économie, de ces éléments-là. Et donc, oui, il y a une sous-dotation de la justice qui est dramatique dans notre pays depuis 1945 et qui s'est confirmée. Alors, les choses, on essaye de les corriger, mais malheureusement, on revient de tellement loin, et puis on intègre le budget des prisons avec d'autres problématiques dans le sujet, donc on est dans un magma difficile. Je vois que le temps nous est compté. J'ai une dernière mini-question pour Monsieur Gros. Oui, désolé, mais là, elle me vient à l'esprit, c'est est-ce que vous et d'autres collègues juristes évangélisez vos collègues à l'Assemblée nationale ou au Sénat sur ce sujet? Évangéliser, je sais pas. Moi, je suis en train de créer un groupe de travail parce que j'ai du mal à dire évangéliser spontanément comme ça. Bon, parlementaire sceptique et un peu gallocentrique, donc j'ai du mal là. Mais voilà. Persuader, convaincre. Non, ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de constituer un groupe de travail avec d'autres collègues, d'autres groupes parlementaires et du mien, qui sont parfois certains avocats également, et puis des gens issus de l'université, issus de direction juridique et du métier d'avocat et de commissaire aux comptes également, pour réfléchir à ces problématiques-là. Parce qu'il nous faut aussi pas oublier le fond. C'est-à-dire je reparle de ma gestion de faits et de l'action en comblement passif. Il faut aussi réfléchir à ces questions-là. On a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire que le droit des affaires globalement, et vous l'avez tous dit de manière bien plus experte que moi, que je parviendrai à le dire, le droit des affaires tel qu'il se constitue aujourd'hui en France, il est solide, il répond à des problématiques complexes, il est sophistiqué, il permet de véritablement constituer un outil intéressant, sauf qu'il y a quelques sujets sur lesquels il faut être capable de le faire évoluer
évoluer, et ces quelques sujets, eh bien aujourd'hui il manque un pilote dans l'avion parce que précisément les moyens, parce que précisément la visibilité et la prise de conscience. C'est qu'aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure sur le secret, on a un besoin majeur de prise de conscience. Donc votre idée, votre question en conclusion de ce séminaire, elle est fabuleusement importante, et bravo d'avoir posé cette question. Maintenant, il faut que tous on aille claironner sur cette prise de conscience. Et ça n'est pas simple parce que l'opinion publique, spontanément, elle n'est pas réceptive. D'abord par défaut, parfois, de culture économique, mais aussi parce qu'il faut être conscient que les ventes ne sont pas forcément hyper porteurs sur ces, quand on sort les drapeaux en disant on veut protéger les acteurs économiques. Alors, merci beaucoup. Alors, on a un petit panneau qui nous informe que l'heure de débat est terminée et touche à sa fin. Donc on va l'interrompre sur scène, mais on passe à un cocktail qui est organisé juste à la sortie de la salle. Et on pourra aussi poursuivre les débats de manière plus informelle. En tout cas, merci à tous les quatre et merci à vous.